Étant de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce premier avant-bourse de l'année. Donc j'espère que vous avez tous et toutes passé de belles fêtes, que c'était rempli de joie, de bonheur et de bonnes choses. Et on va pouvoir commencer cette nouvelle année avec un premier avant-bourse dans lequel on va faire plusieurs choses. Alors on va commencer par le calendrier économique comme à son habitude et ensuite on va regarder plusieurs actifs. On va regarder le DAX, on va regarder le SP, le Dow et le Nasdaq. Donc principalement les indices US et je mets le DAX pour avoir une vision de marché européen. Allez, on attaque tout de suite, mais juste avant de commencer, si ça vous intéresse de suivre plus de vidéos d'analyse et liées au trading, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, ça me donne de la force et vous, ça vous notifie du contenu. Allez, on commence. On attaque tout de suite avec le calendrier économique pour la semaine du 8 janvier. Donc, comme vous pouvez le voir, le calendrier est plutôt vide. On voit qu'il n'y a pas grand-chose en 3 étoiles. Pourtant, j'ai affiché les différents pays. J'ai vérifié deux, trois fois parce que je me disais qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, lundi, férié au Japon. Pas très important. Pas grand-chose à dire. Mercredi, stock de pétrole brut aux US. Bon, c'est pas une annonce qui fait bouger les marchés généralement. Par contre, jeudi, là, ça va être un peu plus intéressant. On a l'IPC US, inscription de demandeurs au chômage. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et alors, vendredi, pour finir la semaine en beauté, on a le PIB en Grande-Bretagne. On a l'IPC en France, qui est quand même plutôt important pour le marché européen notamment. Et surtout, à 14h30, le prix à la production mensuel US, qui est quand même plutôt important. Donc une semaine plutôt légère au niveau de la macroéconomie, mais il peut toujours y avoir d'autres news qui vont se rajouter, des événements, etc. Donc il faut toujours rester attentif à tout ça. On attaque maintenant le marché européen avec le DAX, l'indice allemand. Alors, je vous ai mis une vue spécifiquement sur le mois de décembre plus le début de janvier en H4. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ben, c'est pour vous montrer les différents cycles d'un marché. Parce que je pense que ça va être intéressant et ça va nous aider pour notre analyse. Donc là, si on regarde juste à l'écran, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que le marché a fait pas mal de range, il a pas mal hésité. On a été chercher des nouveaux plus hauts historiques, donc on peut le noter par exemple comme ceci, 17 003 nouveaux plus hauts historiques. Et on peut voir que depuis quelque temps, il a fait un haut plus bas, il diminue et maintenant on est en phase de correction. Alors est-ce que ça veut dire que la tendance haussière est terminée ou pas? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut plus d'informations. Donc on va dézoomer un tout petit peu. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe bien que depuis fin octobre, comme on l'avait déjà vu dans une autre vidéo que j'avais faite, on a un marché qui est super fort à l'achat. Très 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 fort à l'achat. Si on regarde un peu plus en détail, entre le point bas et le point haut, il a quand même pris 16%. 16% en un mois et demi, ce qui est quand même plutôt colossal. Et donc là, on voit qu'on est en phase de distribution. Si vous vous souvenez des phases de marché, phase d'accumulation, les phases de distribution, les prises de force, etc. Eh bien là, on a fait une distribution sur les plus hauts historiques et maintenant on va rechercher de la force. Alors, aller rechercher de la force, ça peut être assez abstrait comme concept parce que on ne sait jamais jusqu'où il peut aller avant qu'il ne l'ait fait. C'est-à-dire que par exemple, on peut dire, il va aller chercher jusqu'ici de la force, jusque là, jusque là, jusque là, jusque là. Et donc, avant de repartir à l'achat. Et nous, notre travail dans ce cas-là, c'est d'identifier les différents points où il y a le plus de probabilité qu'il aille chercher sa force afin d'avoir des points d'achat intéressants. Donc ça va être un peu notre travail. Pour ce faire, il y a plusieurs façons de procéder. La première, c'est de travailler avec un Fibonacci. C'est-à-dire que si on prend un Fibonacci qu'on va tracer de bas en haut, comme ceci, hop, on a toujours des points de correction intéressants. Les 23%, les 38, 50, 61, c'est toujours des points super intéressants. Maintenant, est-ce que ça suffit? Alors généralement non. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, parce que c'est plutôt arbitraire. C'est 23%, 38, 50, 61. Les ratios de Fibonacci sont plutôt réputés, mais le problème c'est que à eux seuls, on n'a pas beaucoup d'informations. Par contre, si on commence à coupler du Fibonacci avec d'autres éléments, comme par exemple des supports, des résistances, des volumes, etc., là, on arrive sur quelque chose un peu plus concret. Par exemple, on voit que les 23%, si on les prolonge sur la gauche, on a un niveau ici d'accumulation avant de repartir à l'achat. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que le marché, ici, dans cette phase, est monté.
Il a été chercher ses points sur les 14 300. Il a quand même hésité pendant plusieurs jours avant de repartir à l'achat. Eh bien, le retest de cette zone, comme par hasard, c'est le pas de la semaine sur lequel le marché a repris de la force à l'achat. Donc ça, c'est toujours super intéressant de faire ce travail, de combiner les éléments. Alors, je conseille de ne pas combiner des éléments qui sont de même nature. Par exemple, un RSI, un stochastique, un MACD, des indicateurs comme ça, ils ont un peu toute la même nature et les combiner, ça n'a pas vraiment de sens. Ici, pourquoi est-ce que Fibonacci et du technique, ça a du sens? Tout simplement parce que Fibonacci, c'est basé sur le nombre d'or, le ratio, hein, vous connaissez, je pense, avec le temps, si ce n'est pas encore le cas, j'ai fait une vidéo complète sur Fibonacci. Et en plus de ça, on a des niveaux d'arrêt de support et de résistance. Alors, il y a toujours le débat de oui, les supports et les résistances, ça fonctionne parce que le grand nombre l'utilise. Oui et non, parce qu'il faut chercher un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que si le marché fait un point d'arrêt pendant plusieurs jours sur un même niveau, ça veut dire que au-delà de juste avoir un prix à ce niveau-là, juste que ce soit 16 444, qui finalement ne veut rien dire, eh bien, il y a des volumes. Il y a des outils de volume profile qui permettent d'y voir un peu plus clair, un peu plus en profondeur. Mais personnellement, pour mon analyse hebdomadaire, juste la vision graphique me suffit. Parce que je sais que c'est un point bloquant. Sur le H4, ça veut dire que forcément, il y a eu du rejet au niveau des volumes. Donc, cette information me suffit largement. Maintenant, rien ne vous empêche de regarder un petit peu la distribution des volumes dans les différents mouvements. D'ailleurs, si ça vous intéresse, faites-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse une vidéo sur le volume profile. Genre un petit tuto par rapport au custom profile, etc., au TPO, et différents outils de volume profile. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment utiliser le volume profile dans votre analyse. Ça peut toujours être intéressant. Donc, on a une première zone ici au niveau des 16 434 sur lequel le marché a bien rebondi. Donc, qu'est-ce qu'on peut se faire comme conclusion? Eh bien, on peut se dire tout simplement, ben, le marché a été chercher ce point bas, il commence à repartir à l'achat. Il y a deux possibilités. Soit il va aller chercher un niveau de résistance et il va reprendre le mouvement baissier pour aller chercher un point plus fort, parce que c'est toujours la bataille des acheteurs contre les vendeurs. On a toujours les acheteurs d'un côté, les vendeurs de l'autre, et le marché monte si les acheteurs sont plus puissants, et le marché descend si les vendeurs sont plus forts. Là, je ne vous apprends rien. Maintenant, c'est pas intemporel, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir ici à l'instant T, au moment où on a les 23% de Fibo plus notre zone ici, une reprise acheteuse. Donc là, on voit qu'avec la grosse bougie bleue, que les acheteurs ont vraiment pris beaucoup de force. Et là, on voit que les vendeurs sont quand même présents. On va quand même tracer cette petite zone ici, par exemple. On voit qu'ici, on a quand même pas mal de supports, donc par extension, pas mal de volume. Et donc là, les vendeurs sont quand même assez forts. Maintenant, la question, c'est est-ce que les vendeurs là sont assez forts, les acheteurs, pardon, sont assez forts pour pousser plus haut, ou est-ce qu'il va falloir rechercher plus bas pour rechercher plus d'acheteurs pour remonter plus fort? Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question et comment est-ce qu'on peut l'exploiter pour pouvoir trader et gagner de l'argent? C'est le but finalement. Eh bien, le but, c'est d'identifier les zones, comme par exemple celle-ci, la 16 444, avant que le marché la touche. Comme ça, quand il la touche, nous ici, on prend l'achat et hop, on a déjà une belle plus-value. Et on prend les bénéfices évidemment sur le point bloquant. Et de là, on va faire un plan très simple. On va se dire que si le marché parvient à passer la zone ici et à reprendre un peu dessus, ça veut dire que les acheteurs ont gagné. Donc là, on va pouvoir aller chercher, par exemple, en TP, ces différents points. 16 800, 16 889. Ça peut être un point de TP. Par contre, si le marché, si les vendeurs gagnent et qu'on descend sous les 16 440, là, il faut identifier, dans le cas où le marché donc descend ici, il faut identifier quel sera le prochain point de prise de force. J'en ai déjà dessiné un. Au niveau des 38% de Fibonacci, on a une zone ici. Et surtout, on va dézoomer un petit peu sur la ligne. Et là, on voit que c'est l'ancien plus haut historique. D'ailleurs, le niveau sur lequel il bloque actuellement, c'est un ancien plus haut historique juste avant. Donc, c'est-à-dire qu'il en a fait plusieurs d'affilée. Et c'est retracé, c'est quand même des grosses zones. Les anciens plus historiques, c'est toujours intéressant de les noter. Mais bon, c'est pas toujours évident de tous les distinguer parce que voilà, s'il fait 5 plus historiques sur la semaine, ça va rapidement faire des niveaux un peu partout. Donc il faut essayer d'identifier l'endroit sur lequel il y a le plus de volume. Pour faire ça, il faut regarder sur lequel il y a le plus de rejets. Là, on voit que là, là, il n'a pas atteint. Là, 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 il y a quand même beaucoup d'activité. Donc c'est pour ça que cette ligne de 16 047 précisément, elle est plutôt pertinente. Et maintenant, on va la coupler à d'autres éléments. Donc le Fibonacci, par exemple, 38%.
On va le combiner à les niveaux historiques et on va tracer une zone, tout simplement comme ceci. Voilà, nous permet d'effacer notre ligne. Et de là, on a notre plan pour la semaine. C'est déjà suffisant pour le DAX. C'est-à-dire que soit il va faire le plan violet, c'est-à-dire qu'il va prendre de la force, il va réintégrer ces niveaux-là, il va aller chercher en TP les 801 ou 889, soit il va descendre et à ce moment-là, il va avoir des rachats sur 16 650. On va appeler le plan bleu. Mais dans ce cas-là, en général, c'est pas le plus fort. En général, ça part directement. Si ça doit retester plusieurs fois, ça veut dire qu'il y a un affaiblissement de la tendance et à ce moment-là, il peut y avoir un excès par le bas. Le plan rouge, où tout simplement, on va aller chercher une cassure pullback pour aller chercher la prochaine zone intéressante à 16 081, 16 000, 16 000 et 16 080, donc la zone ici. Et troisième option, et là, ce serait vraiment le plan le plus parfait, ce serait de descendre sur le plan rouge et de repartir à l'achat de là. Alors, je trace une grosse ligne noire, certes. Le TP, évidemment, à chaque point bloquant, c'est-à-dire que par exemple 16 440, 16 376 s'il le fait, il faudra envisager de prendre des clôtures partielles. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mon plan en H4. Et évidemment, je vais faire la même chose tous les jours pour mon scalping. Mais concrètement, le but du jeu, le but d'un trader, c'est d'avoir un maximum de probabilité dans sa poche. Et pour avoir un maximum de probabilité, il faut identifier où sont les prises de force. Et où sont les prises de force? C'est là où il y a les gens, les institutionnels, les gros portefeuilles, etc. Et pour identifier ça, ben, soit l'analyse technique graphique support résistance peut le donner avec de l'expérience, soit directement avec les volumes. Il n'y a pas de méthode qui soit mieux que l'autre. C'est-à-dire que si vous allez analyser avec les volumes, vous allez avoir les mêmes niveaux que moi. Peut-être des zones un peu plus affinées, mais pour du H4, ça va pas faire une énorme différence. Par contre, pour mon scalping, évidemment, j'utilise le graphique en volume, ce qui me permet d'être beaucoup plus précis. Mais si vous faites du swing, H4, daily, etc., cette finesse ne sera pas indispensable et ça vous évite de devoir apprendre de nouveaux outils. Donc ça, c'est mon plan pour le DAX. Alors évidemment, il y a plusieurs possibilités et ce que j'ai tracé, c'est ce que j'estime les plans avec le plus de probabilité. Donc le plan violet, c'est le plan le plus fort à l'achat. Le plan bleu, c'est le plan un petit peu, il parvient pas à monter, il redescend ici, il repart. Donc c'est un plan un peu mitigé, un plan sans grosse prise de force, c'est un plan un peu plus timide. Le plan rouge, ça veut dire que les vendeurs ont pris la main pendant un bon moment et donc, on risque d'avoir une journée assez rouge. En général, ça, c'est accompagné d'une mauvaise annonce, potentiellement. Sinon, il n'est pas aussi expéditif. Et le plan noir, bien, peut-être qu'il se fera pas cette semaine, mais concrètement, c'est d'aller chercher la zone des 16 000 et d'avoir une grosse reprise à l'achat. Si en plus c'est drivé par une bonne annonce, on peut avoir un mouvement explosif et aller chercher d'excellents ratios. Donc, comme vous avez pu le remarquer, je prends un peu plus de temps d'expliquer les choses. C'est un peu ma résolution pour 2024, c'est que je ne vais plus limiter ma vidéo dans le temps. C'est-à-dire qu'avant, mon avant-bourse, je le faisais en 20 minutes, 25 minutes pour que ce soit facile à regarder, rapide, net, efficace. Maintenant, je vais donner un peu plus de conseils. Ça va être un peu plus long, mais je pense que les formats longs pour le trading, c'est quand même plutôt bien parce que c'est pas sur des shorts d'une minute qu'on va apprendre quoi que ce soit. Il faut vraiment décortiquer le marché et apprendre en profondeur. Donc, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si le format plus long, comme je le fais ici par exemple, ça vous plaît ou pas, pour savoir si je peux continuer. Parce que moi, en tout cas, de mon côté, je trouve qu'avoir un format plus long, c'est plus intéressant. Et puis surtout, d'un point de vue spectateur, donc à votre place, bien avoir plus d'informations, c'est sympa. Maintenant, évidemment, ça vous demande plus de temps, mais si vous voulez vraiment faire carrière en trading, dégager des revenus, que ce soit complémentaire ou principal, je pense que aller dans le détail, c'est quand même plutôt important. Donc, petite parenthèse terminée, on va passer sur le marché américain. Le premier sera un peu plus long, on va parler du SP, et ensuite le Nasdaq et le Dow vont être un peu plus rapides. Pourquoi? Tout simplement parce que le SP, c'est le maître, c'est le driver, et ensuite les autres, ça va être un peu des suiveurs. C'est-à-dire que le gros mouvement est globalement le même en général, et donc on va retrouver des similitudes. On va juste parler des spécificités de chacun pour le Dow et le Nasdaq. Allez, on passe ensemble sur l'ESP et on peut revoir un ancien plan que j'avais fait, que j'avais tracé lors de mon dernier avant-bourse. Et quand on peut le voir, eh bien on avait le plan bleu qui a été exécuté
entre-temps. Le plan bleu est exécuté, les plans rouges n'ont pas été exécutés parce que le marché était plutôt fort à l'achat et on a toujours le plan vert ici d'actualité. Maintenant, on va effacer tout ça et on va repartir sur de zéro. C'est une nouvelle année, c'est un nouveau plan et on repart de zéro. On va faire le même travail que pour le DAX, c'est-à-dire qu'on va d'abord analyser le mouvement dans lequel on est, c'est-à-dire celui-ci. Alors, comment est-ce que je détermine le mouvement dans lequel on est? C'est-à-dire qu'on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce que je regarde ce segment plutôt que ce segment, plutôt que ce segment. Ça peut paraître un peu arbitraire, mais en fait non. C'est-à-dire que vous allez pouvoir répéter la même chose sur tous les actifs. En fait, ce que je fais, c'est que maintenant j'ai l'habitude, donc mon œil le fait automatiquement. Mais si vous êtes encore plutôt novice par rapport à ça, ça va prendre un peu de temps de vous habituer. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de segmenter le marché par mouvement. Qu'est-ce qu'un mouvement? Un mouvement, c'est soit un range, soit une tendance. Et là, ce que je vous dis là, c'est super important. C'est-à-dire que si vous parvenez à distinguer les différents mouvements, ça va vous permettre de faire une analyse encore plus pertinente. Donc, par exemple ici, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un crayon, comme ça, pour dessiner. Alors, on va partir de la gauche. On va partir du point bas. Alors, on a un premier mouvement ici. C'est la reprise, c'est le V, c'est le retournement. Ensuite, on a une impulsion. Impulsion. Évidemment, la fin du mouvement, on ne la connaît que quand c'est terminé. On peut pas dire là c'est terminé alors qu'on est en plein dedans, bien sûr. Ici, on a un deuxième mouvement. En fait, à chaque fois qu'il y a une grosse tige bleue, une grosse tige rouge ou une hésitation, c'est un nouveau mouvement. Donc là, on a un mouvement 1, 2, 3. Ici, le 4, je vous laisse deviner. Alors, il y a deux façons de le tracer. Soit on se dit, la grosse bleue, c'est un mouvement à lui tout seul, et après, on part dans ce canal haussier. Donc, soit on dit que c'est deux mouvements, soit on dit que c'est un seul. Ça, c'est un petit peu au choix de chacun, mais ça va pas vraiment être très important pour la décision finale. Donc, on va dire que c'est un mouvement, qui va jusque-là d'ailleurs, hein. Hop. Ensuite, on monte. Et ensuite, la hausse, elle est terminée. Donc là, on a différents mouvements. On voit que le marché fait différentes structures. Et là, on parle même pas d'analyse chartiste en mode les figures, etc. On parle juste de comment le prix réagit, comment la bataille des acheteurs et des vendeurs se déroule. Donc, une fois qu'on a fait ce travail et qu'on voit un peu les différents mouvements, on peut aisément dire que là-haut, on a un mouvement. Pourquoi? Tout simplement parce que on peut céder des supports et des résistances. C'est très simple. On voit ici un premier test en bas, deuxième test en bas, troisième test en bas. Donc on regroupe ça ensemble. Ensuite on monte, on descend et on regroupe ça. Voilà. Et on a le mouvement. Donc très simple. C'est pour ça que j'avais choisi cet encadré-là. Donc, le mouvement actuel, un peu comme le DAX, je vais faire un petit peu des parallèles entre les différents actifs parce que ce sont des indices. En général, ils ont quand même une tête force similaire. On a donc un essoufflement pour l'instant. On a été chercher des plus hauts historiques une fois de plus sur le SP. On peut voir la puissance haussière depuis mars 2023, hein, vraiment. Je vais prendre une petite règle pour regarder, mais je pense qu'on est facilement sur du 25%. Voilà. Donc, ceux qui investissent en janvier, évidemment, ils ont fait une excellente performance. Ceux qui ont fait du DCA, un peu moins parce qu'il y a eu des achats un peu hauts. Donc, au niveau du SP, on va partir sur la même logique, c'est-à-dire qu'on a une grosse impulsion, on commence à corriger. J'aime bien tracer le Fibonacci, c'est pas indispensable. Moi, j'aime bien le faire, donc je le fais. Voilà. Et ensuite, on a différents points de correction. Et là, on peut voir que, contrairement au DAX, le 23% n'a pas encore été touché. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le marché américain est plus puissant que le marché européen. C'est-à-dire que soit il est monté plus fort et donc il a plus de mal à atteindre les 23%, soit si on considère qu'il est monté de façon équivalente, parce que le mouvement commence aussi fin octobre, donc ils sont montés sur le même timing, eh bien, il a moins de force baissière que le marché européen. Et donc, on va prioriser évidemment les achats. Euh, Qu'est-ce qu'on peut définir comme niveau technique pour faire notre petite zone? Alors, ce que j'aime bien faire, c'est regarder là où il y a le plus de rejets puissants. Donc, je dézoome comme ceci. Et là, on se dit, ouais, mais on sait pas voir vraiment à quoi ressemblent les bougies, mais c'est pas grave. Ce que je vais regarder, c'est les max du marché. Notamment, par exemple, ici, on a eu un max, puis c'est rejeté. Ici, on en a eu un, puis c'est rejeté. Vous voyez, juste tracer les différents max comme ceci sur lesquels le marché est rejeté, les min et les max. Et juste avec ça, on peut voir que certaines bulles se rejoignent. Par exemple, on va tracer une ligne sur le top ici, on va tracer ceci, ensuite on va tracer
ceci et on va tracer ceci. Voilà. Et on peut voir que certaines bulles se rejoignent. Si on zoome, maintenant, on va regarder plus dans le détail. Eh bien, on voit que, on va partir de la plus basse, on voit que les deux lignes ici, ça forme une super belle zone. Alors, ce qu'il faut faire aussi attention, c'est la taille de la zone. C'est-à-dire que ici, entre les deux zones, on a 7 points. Sur le SP, c'est correct. Ici, entre les deux zones, on a 40 points. C'est quand même beaucoup. Donc, on va essayer d'affiner. C'est-à-dire que quand vous avez des zones préliminaires qui sont assez serrées, comme celle-ci, par exemple, vous pouvez la tracer directement. C'est OK. Si c'est trop large, il faut essayer de comprendre pourquoi elle est si large. C'est-à-dire que là, elle est large parce qu'il y a l'excès ici. Sans cet excès, on est directement sur une zone plus petite. Est-ce qu'elle est toujours pertinente? Oui. Pourquoi? Parce que il faut se poser la question de à quoi sert cette zone? À quoi elle va servir? Est-ce que c'est une zone de rachat, une zone de vente, une zone de précision? Il faut savoir à quoi elle sert pour bien la comprendre et bien la tracer. Donc je vais vous la tracer et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait comme ça et pas autrement. Pourquoi j'ai isolé l'excès ici. Tout simplement parce que pour moi, le marché, on va dézoomer un petit peu encore une fois, on est très fort à l'achat. Et à partir de quel moment est-ce qu'on est moins fort à l'achat? Vous l'avez compris. Déjà, si parvient à enfoncer la zone des 4600, la force à l'achat sera amoindrie. Mais si on casse la zone ici des 4500, 4520, la force à l'achat, elle est finie. C'est-à-dire qu'on a presque une inversion de tendance. Donc, pourquoi est-ce que la mèche ici n'est pas très importante? Tout simplement parce que ici, c'est une mèche acheteuse. C'est-à-dire que si on la trace, on voit ici, c'est des points de rachat. C'est des points de rachat. Or, le but de ma zone ici, ça va être de déterminer à quel endroit l'achat est terminé. Donc, dans mon plan, si on descend là en dessous, je vais prioriser les ventes. Alors peut-être que c'est que jusque ce niveau-ci, bien sûr, mais ça reste quand même 100 points. Donc c'est pour ça que la mèche, j'en fais abstraction, parce que je regarde dans l'autre sens. Si je cherchais une zone acheteuse, évidemment que je l'aurais pris. C'est-à-dire que si je cherche un endroit pour acheter, tous les jours je prends cette mèche et je prends ces niveaux parce que c'est là qu'il y a plein de volumes acheteurs. Par contre, si je cherche une zone vendeuse, je vais le tracer comme ceci. Donc toujours réfléchir, petit tips, pourquoi vous tracez cette zone? À quoi elle vous sert? Est-ce que c'est une zone de rachat? Une zone de vente, une zone d'hésitation, ça peut être aussi le cas, hein. Une zone d'hésitation, c'est quoi? C'est une zone sur laquelle on ne va pas trader parce qu'on ne sait pas si la force est plutôt acheteuse et vendeuse. C'est-à-dire que quand on touche une zone d'hésitation, on attend d'avoir plus d'informations pour repérer. Trader, c'est pas envoyer 55 trades à la minute. Alors certes, en scalping, on envoie quand même beaucoup de trades, mais il faut quand même des certitudes et des probabilités. Alors quand je dis des certitudes, c'est bien sûr d'avoir un maximum de chances de notre côté. Donc, on reprend notre plan et vous le voyez venir, le plan acheteur idéal, c'est comme ceci. Et maintenant qu'on a tracé ça, on va faire fonctionner la magie du trading. C'est-à-dire que si on trace un Fibo de bas en haut, est-ce qu'il y a des zones qui correspondent? Les 38%. Les 38%. C'est-à-dire que si on trace nos zones en amont et qu'on trace un Fibo après, par exemple, quand on a un gros mouvement Fibo, c'est hyper pertinent, ça nous permet de confirmer nos zones. C'est-à-dire que si on trace Fibo en premier, comme on a fait sur le DAX, on peut être influencé. C'est-à-dire qu'on va chercher des zones autour des pourcentages de Fibo. Tandis que si on trace d'abord nos zones et qu'on trace ensuite Fibo, là je vais vous montrer deux façons de faire, eh bien on va confirmer nos zones. Donc là ça nous dit quoi? Ça nous dit tout simplement que la zone ici des 4600, elle est bien mais elle n'est pas appuyée par un Fibo. Tandis que la zone du bas, elle est appuyée par un Fibo. Voilà, ça c'est une petite aparté, une petite astuce aussi pour vous dire, ben, tracer les choses dans le bon ordre. Sur le DAX, on a tracé Fibo en premier. Du coup, on va chercher des zones autour de Fibo potentiellement. Alors, dans mon analyse, je pense pas avoir fait ça, mais c'est un piège que vous pouvez, par exemple, avoir. Imaginons que vous tracez, je sais pas, une moyenne mobile et que vous ou un Ishimoku et que vous tracez vos zones par rapport à Ishimoku, ben vous allez être influencé. Tandis que si vous faites d'abord vos zones sur le prix est toujours premier. Si ensuite vous hésitez, parce que vous êtes encore plutôt débutant et que vous savez pas si vos zones elles sont bonnes, c'est pas facile d'avoir confiance en ces zones. Eh bien, vous pouvez tout simplement choisir un outil qui vous plaît. Dans mon cas, j'aime bien Fibo, ça peut être les volumes, ça peut être Ishimoku, peu importe. Eh bien, vous tracez d'abord vos zones et ensuite vous rajoutez Ishimoku, par exemple, dans le cas d'Ishimoku, hein,
Et vous voyez si, par exemple, les plats de Kijun, etc., ça correspond à une de vos zones. Si oui, eh bien, directement dans cette zone-là, vous allez avoir plus confiance. Tandis que si vous tracez d'abord Ishimoku, eh bien, vous allez tracer directement vos zones autour des plats de Tenkan, etc. Donc, est-ce que c'est pertinent de le faire? Oui. Est-ce que c'est idéal de le faire? Non. Il vaut mieux d'abord savoir lire le prix. Parce que le but, in fine, au bout du compte, c'est de trader uniquement avec le prix, voir les volumes, le market profile, ce genre de choses, mais uniquement avec les informations brutes. Parce qu'un indicateur, aussi perfectionné soit-il, sera toujours basé sur des données passées. C'est pour ça que c'est pas idéal pour le temps réel. Donc les indicateurs, j'aime vraiment pas trop. Ça, Fibonacci, c'est un peu une exception parce que c'est des pourcentages de prix, tout simplement. Mais genre des moyennes mobiles, je sais pas moi, même Ishimoku, des bandes de Bollinger, des RSI, etc., ça veut rien dire. Parce que le marché peut être en surachat longtemps, il peut être en survente longtemps. Donc, je suis totalement contre les indicateurs. Parce que c'est pas parce que je vends du price action, c'est parce que le price action n'est pas la seule chose qui fonctionne, hein. Bien évidemment, il y a le volume profile aussi, et le market profile, ce que vous voulez, mais c'est la lecture du marché, la lecture de les acheteurs, les vendeurs, les excès, les cycles de marché, donc les vrais éléments, des vrais éléments bruts. Donc, petite parenthèse terminée, on va continuer sur l'analyse. Le plan acheteur est défini. Plan vendeur extrême est défini. Le point de rachat sur le bas du mois précédent, zone des 4540, très intéressant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait si le marché, par exemple, vient directement ici? Vous allez le voir venir assez rapidement. On trace cette zone-ci et en cas de question pullback, on peut chercher des achats. Donc ça, c'est un achat un peu plus agressif, mais qui peut être très intéressant. Donc voilà pour le plan du SP. Il est un peu plus flou, entre guillemets, que le plan du DAX, parce que sur le DAX, il y a vraiment des éléments très jolis à l'écran. Ici, je pense que pour le SP, il va falloir affiner pendant la semaine. C'est-à-dire que selon l'information qu'on va avoir, on va pouvoir tracer un peu mieux nos niveaux. Je pense que les niveaux sont corrects, hein, mais peut-être en rajouter pour les achats en cours de route si directement il prend de la force en haut. Donc, avoir un petit peu. C'est ça qu'un plan, c'est pour se faire une idée globale. Ça nous permet d'avoir une vision du marché, de comprendre un petit peu le mouvement qui s'est fait, le mouvement principal, etc. Mais après, évidemment, si vous faites du scalping, du day trade, il faut toujours repasser derrière tous les jours pour rajouter les nouveaux éléments dans votre analyse. On attaque maintenant le Dow Jones Industrial 30, et comme on peut le voir, bien la tête est fortement similaire au DAX et au SP, mais surtout au SP. Donc c'est pour ça que on va aller un peu plus vite sur celui-ci et on va juste faire un petit peu les spécificités. Alors les spécificités qu'il y a, c'est est-ce que le Dow est plus fort ou plus faible dans sa phase actuelle que le SP. On a ce niveau qu'on a déjà tracé même sur le SP, il monte, tac, tac, on bloque. Et le SP, il est plus ou moins autour. Le dos est au-dessus. Donc, déduction assez rapide. Le dos est plus fort que le SP actuellement. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que soit le SP, qui est censé être celui qui drive, eh bien, soit quand le SP va monter, le dos va monter vraiment très fort, soit quand le SP va descendre, le dos va descendre moins. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux éviter de vendre le dos actuellement. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. C'est quand vous tradez de prendre des marchés parallèles qui s'auto-drive. C'est-à-dire que par exemple, Dow, SP et Nasdaq, techniquement, ils ont toujours la même tendance. Très souvent en tout cas. Et si par exemple, pendant votre session de trading, vous prenez les trois en 5 minutes, et vous allez voir, parfois, il y en a un qui monte fort, il y en a un qui hésite et l'autre qui descend. Eh bien, il vaut mieux acheter celui qui monte, ne rien faire sur celui qui hésite et vendre celui qui descend. Et ça vous permet tout simplement de diversifier votre risque et de tout simplement euh, d'augmenter vos probabilités aussi. Parce que quand il y en a un qui veut pas descendre, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs dessus. S'il y en a un qui veut pas monter, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs dessus. Et le fait de voir les trois en parallèle, ça permet vraiment, via, via par exemple une force relative, d'identifier la force du marché. Et donc, au niveau de la zone, on a cette zone à 37 040 qui est très intéressante. Pour un rachat, éventuellement, on peut aller chercher un petit excès puis remonter. On va le tracer en bleu. On a un premier plan pré-vendeur où on peut casser cette zone et descendre un peu plus pour aller chercher de la force. Aller chercher de la force où?
Fluctuation des eaux, on n'a pas beaucoup d'historique. On a juste le petit niveau ici et ceci. Je préfère prendre les gros niveaux. C'est-à-dire que je vais prendre celui-ci où il y a eu quand même pas mal d'activité. Maintenant, il peut tout à fait euh, reprendre appui sur celui-ci, comme ceci. Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je préfère qu'il aille chercher celui un peu plus bas que je pourrais trader. Celui du haut, je ne le traderai pas, ça c'est sûr et certain, parce que bah, c'est un peu plus incertain. Il y a un chiffre rond, 36 500, mais ça s'arrête là. Donc, premier plan, acheteur, on reprend appui sur 37 043, voire 37 000 hein, tout court, parce qu'en général, les chiffres ronds, ça fonctionne quand même bien, donc il peut y avoir un petit excès. Un plan vendeur agressif sur ce même niveau pour aller chercher la zone un peu plus bas, TP1 par exemple 645, TP2 315. Le plan acheteur, évidemment, reprise de force ici. Ça m'étonnerait qu'il aille beaucoup plus bas, il y a quand même plus de 1000 points. Donc, on va s'arrêter ici pour cette semaine. Et alors, s'il est très fort, on va rajouter un plan supplémentaire. On va tracer en vert, quel plan j'ai beaucoup de force, qui serait je monte, pullback à l'achat. Deux façons de le faire, soit sur le niveau horizontal, donc l'ancien plus haut historique sur 37 800, soit sur oblique. On voit ici qu'on a un bas plus haut, peut-être qu'il va remonter et retracer et former un début de triangle. Alors j'aime pas trop dire c'est un triangle ascendant, du coup ça monte, plutôt qu'on prend la logique derrière. C'est-à-dire qu'on a des bas de plus en plus haut, donc on a des acheteurs de plus en plus présents. On va dessiner. Je vais vous faire l'exemple. Pourquoi est-ce que j'aime pas dire c'est un triangle ascendant s'il fait ça? Hop, 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 hop. Là, d'un point de vue purement théorique, c'est triangle ascendant. Les bas sont de plus en plus hauts, les hauts sont au même niveau. C'est un objectif acheteur. Mais j'aime pas la conclusion. Je préfère la réflexion. La réflexion, c'est quoi? C'est, on a des acheteurs très forts ici, parce qu'on voit qu'on a quand même un rejet assez puissant. Ici, on peut voir un deuxième rejet acheteur. Et à chaque fois, ils parviennent à aller chercher le même niveau de résistance. C'est-à-dire qu'ils parviennent à pousser jusqu'au bout. Et en fait, ce qu'on peut voir, l'explication d'un triangle ascendant, c'est qu'on a les vendeurs qui descendent de moins en moins bas et les acheteurs vont toujours au même niveau. C'est-à-dire que les acheteurs ne sont pas surpuissants, dans le sens où ils parviennent pas à passer plus haut, mais par contre, c'est dans le sens opposé qu'il faut le comprendre, c'est les vendeurs qui s'affaiblissent. C'est pour ça qu'en général, le triangle ascendant, c'est une figure de continuation assez intéressante, parce que même si les acheteurs ne sont pas hyper puissants, ils sont juste plus forts que les acheteurs, que les vendeurs à un instant T, les vendeurs s'essoufflent et capitulent. Et une capitulation, c'est ce qui donne un beau mouvement. Il faut comprendre un petit peu si c'est plutôt une capitulation ou si c'est plutôt une prise de force d'un des deux camps suite à une annonce ou quoi. Donc, voilà pour l'analyse sur le dos. Les plans sont quand même plutôt simples pour le coup, comme sur un marché qui est plutôt haussier. Donc, pour l'instant, pas de signe de retournement, mais on reste attentif. On se retrouve maintenant sur le Nasdaq et ça, c'est le plan que j'avais fait dans mon dernier avant-bourse. Et voilà, j'avais dit, si on monte pullback à l'achat sur la zone des 170, il est monté fort, il revient, hop, pile poil sur la zone et ça reprend directement. Alors, ça paraît d'être qu'une seule bougie, hein, mais en vrai, c'est 243 points. Sachant que le Nasdaq, traditionnellement, sur Future, se trade à 20 dollars le point. Je vous laisse faire le calcul. Je vous laisse faire le calcul. Donc l'achat personnellement je l'ai pris, j'ai pas profité de tout le mouvement parce que encore une fois je suis scalper donc je prends pas les gros mouvements en un coup, voilà. Mais j'en profite quand même assez bien donc plutôt content de ce plan. On va quand même repartir sur une base neutre, mais on voit que ça a très bien fonctionné et donc très content d'avoir pu vous partager ce plan dans le dernier avant-bourse. Donc on commence directement avec les spécificités. Alors maintenant vous avez vu le SP, vous avez vu le dos. Vous voyez le Nasdaq. Je vais laisser cette zone parce qu'elle est très bien. Quelle est la différence? On va repartir sur la même différence graphique. On a ça plus haut. C'est-à-dire que des autres côtés, c'était plus bas. Donc là, on était plus fort. Par contre, ici, on reteste le même niveau et on l'enfonce, on va chercher les anciens niveaux. Donc, ce qui fait que le Nasdaq est le plus faible. C'est-à-dire que si on fait un ordre de puissance, on a le dos qui est le plus fort à l'achat, suivi du SP, suivi du Nasdaq. C'est-à-dire que, imaginons que on avait une échelle relative et qu'on superpositionnait les différents graphiques, on aurait le Nasdaq qui ressemble à ça, on aurait le dos qui ressemble à ça, en marron, et on aurait en vert le SP. Et le fait de voir ça,
Alors moi, c'est quelque chose que j'utilise un petit peu, mais si vous pouvez très bien faire des stratégies autour de ça, petite astuce supplémentaire, c'est de faire des stratégies de divergence de force relative, dire ou du spread trading tout simplement. Donc il y a vraiment plein de choses à faire en trading. Il n'y a pas une seule méthode qui gagne, il y a moyen de gagner de mille et une façons. Maintenant, à vous de trouver ce qui vous correspond le plus. Moi, je trouve ça super intéressant de voir les prises de force, de faire la continuation de tendance, de voir quel marché est fort par rapport aux autres et d'en profiter au maximum. Ça, c'est vraiment mon identité de trading. Maintenant, libre à vous d'inclure les éléments qui vous plaisent le plus. D'ailleurs, petit aparté, si vous êtes toujours là à ce moment de la vidéo, ben bravo, vous avez déjà regardé pas mal d'informations. Et si vous désirez, en commentaire, dans la description, pardon, je vous ai mis ma formation gratuite, comment faire partie du top 1% des traders. Derrière ce titre aguicheur, j'explique les différentes erreurs que font la majorité des gens et comment est-ce qu'on peut mettre en place un plan d'action efficace pour pouvoir, tout simplement, tirer son épingle du jeu. Donc, on va continuer l'analyse du Nasdaq et on va tracer le premier plan acheteur. Alors, c'est celui-là que j'ai déjà travaillé, mais on va quand même le laisser à l'écran parce que comme sur le dos, euh, c'était sur le dos, il me semble, il peut y avoir, non, le SP, il peut y avoir une deuxième touchette et ça repart. Donc, c'est pour ça que c'est quand même plutôt intéressant. Alors, très intéressant de tracer l'extrême bas ici, au gros rejet, on le trace et comme par hasard, on voit que c'est le point bloquant. Donc, c'est pour ça que j'en arrive au prochain plan acheteur, qui est, si on reprend la force ici, le Nasdaq redeviendra fort. Par contre, si on considère que le Nasdaq c'est le plus faible de tous, ce plan, pour aller TP ici, dans un premier temps, sur lequel point il y aura très probablement une reprise, peut-être pas jusqu'au dessus, bien c'est très intéressant. Donc le plan violet et le plan bleu, je compte dessus pour cette semaine. Le plan rouge, qui est la baisse totale, j'y compte pas trop, c'est trop loin, trop d'écart. Donc pour cette semaine, mon plan sur le Nasdaq, par rapport aux différences qu'on a pu observer sur le SP et sur le dos, c'est-à-dire que si rien ne change, c'est le plus faible. Je cherche donc en priorité le plan violet pour aller chercher de la force sur le plan bleu. Le plan bleu, et ensuite, après, ça peut très bien être le point de prise de force et ça remonte tout en haut. Voilà. C'est pas parce qu'il est plus faible maintenant que les autres qu'il va rester faible tout le temps. On reste quand même sur un marché très haussier. On n'oublie pas que même si c'est le plus faible, on se fait pas biaiser. On est malgré tout sur un marché très haussier. On cherche des points de rachat pertinents. Donc, voilà pour cette avant-bourse pour la semaine du 8 janvier. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ce format un peu plus long. Si vous êtes toujours au bout, faites-le moi savoir en commentaire, savoir s'il y a quand même des gens qui restent jusqu'au bout de la vidéo. En tout cas, c'était vraiment un plaisir et je vous souhaite à tous d'excellents trades et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.